Voici la dialectique héristique, ou l'art d'avoir raison selon Arthur Schopenhauer. Exposé en 38 stratagèmes, la dialectique héristique est l'art de discuter, mais de discuter de telle manière qu'on ait raison licitement ou illicitement, par tous les moyens possibles. On peut avoir objectivement raison sur un sujet et pourtant sembler dépourvu de raison aux yeux des présents, et parfois aussi à ses propres yeux. Cela se produit lorsque l'adversaire réfute ma preuve, servant ainsi de réfutation même à ma déclaration, qui aurait pu être défendue différemment. Dans ce cas, naturellement, la relation est inversée, car la raison lui appartient, bien qu'objectivement il ne l'est pas. En effet, la vérité objective d'une thèse et sa validité aux yeux des opposants et des auditeurs sont deux choses distinctes. La dialectique vise principalement cette dernière, et la source en est la méchanceté naturelle de l'humanité. Si nous étions honnêtes par nature, nous chercherions simplement à faire éclater la vérité dans tout débat, sans nous préoccuper de savoir si elle correspond à l'opinion que nous avons précédemment soutenue ou à celle de l'autre. Cela serait indifférent ou dans tous les cas quelque chose de très secondaire. Cependant, la vanité innée si sensible à notre capacité intellectuelle ne se résigne pas à accepter que ce que nous avons d'abord formulé s'avère faux, et que la déclaration de l'adversaire soit vraie. Outre la vanité naturelle, la plupart des êtres humains sont également enclins à la loquacité et à la malhonnêteté innée. Ils parlent avant de réfléchir, et même s'ils se rendent compte intérieurement que leur affirmation est fausse et qu'ils n'ont pas raison, cela doit néanmoins sembler le contraire. L'intérêt pour la vérité, qui aurait pu être le seul motif lors de la formulation de la prétendue thèse vraie, penche maintenant complètement en faveur de l'intérêt de la vanité. Le vrai doit sembler faux et le faux vrai. Cependant, cette malhonnêteté, l'acharnement à maintenir obstinément une thèse même lorsque nous la savons fausse, a souvent une excuse. Au début de la discussion, nous sommes fermement convaincus de la vérité de notre thèse. Cependant, maintenant, l'argument de l'adversaire semble la réfuter, et considérant l'affaire comme perdue, nous découvrons plus tard que nous avions raison, malgré tout. Notre preuve était fausse, mais il aurait pu y en avoir une adéquate pour défendre notre affirmation. L'argument salvateur ne nous est pas venu à l'esprit à temps, d'où la maxime de lutter contre le raisonnement de l'adversaire même lorsqu'il semble correct et définitif. Nous croyons précisément que sa propre correction n'est qu'illusoire et qu'au cours de la discussion, nous trouverons un autre argument pour nous opposer à celui-ci, ou même une autre manière de prouver notre vérité. Cela nous oblige presque à agir avec improvisation dans les disputes, ou du moins à y être tentés assez facilement. Ainsi, la faiblesse de notre compréhension et la versatilité de notre volonté se protègent mutuellement. En règle générale, celui qui argumente ne lutte pas par amour de la vérité, mais pour sa thèse, comme le faisons fait pour l'autel et le foyer. Par tous les moyens possibles, par face ou par néface, car comme il a été montré, il ne peut pas en être autrement. En général, chacun veut que sa déclaration l'emporte sur les autres, même si elle semble momentanément fausse ou douteuse. Les moyens pour y parvenir sont largement fournis par la ruse et la malice de chacun, qui s'entraîne dans l'expérience quotidienne de la discussion. En effet, tout le monde a sa propre dialectique naturelle, tout comme il a sa propre logique innée. Seulement, le premier ne le mènera pas aussi loin ni aussi sûrement que le second. Il n'est pas facile de penser ou de tirer des conclusions en contradiction avec les lois de la logique. Si les jugements faux sont nombreux, les conclusions fausses sont très rares. Une personne ne montre généralement pas de carence naturelle en logique, mais en dialectique, cela arrive fréquemment. Celui qui sort victorieux d'une discussion doit le remercier généralement moins pour la certitude de son jugement lors de la formulation de sa thèse que pour l'astuce et l'habileté avec lesquelles il l'a défendue. Dans ce cas, comme dans tous les cas, l'inné est le meilleur. Cependant, l'exercice et la réflexion sur les manœuvres avec lesquelles on peut vaincre l'adversaire ou celles qu'il utilise le plus fréquemment pour réfuter contribueront beaucoup à devenir maître dans cet art. Bien que la logique n'ait aucun bénéfice pratique, la dialectique en a un, semble-t-il. Aristote a également exposé sa propre logique analytique, principalement comme base et préparation de la dialectique.
et celle-ci était pour lui la vraie logique. La logique s'occupe de la simple forme des propositions, la dialectique de leur contenu ou matière, de leur valeur intrinsèque. C'est pourquoi la considération de la forme devrait précéder celle du contenu ou du particulier, dans ce qui concerne l'universel. Aristote ne définit pas l'objet de la dialectique aussi subtilement que je l'ai fait. Bien qu'il assigne effectivement à la dialectique la discussion comme son objet principal, il considère également la recherche de la vérité. Ensuite, il ajoute que les propositions doivent être examinées philosophiquement selon la vérité, et dialectiquement en tenant compte de la crédibilité ou de l'approbation qu'elles obtiennent dans l'opinion des autres. Aristote est conscient de la différence et de la disjonction entre la vérité objective d'une proposition et le fait de la faire valoir ou d'obtenir son approbation. Cependant, il ne le fait pas avec suffisamment de subtilité pour attribuer ce dernier objectif à la dialectique. Ces règles pour atteindre ce dernier but sont souvent également attribuées au premier, étant combinées, ce qui me semble indiquer qu'il n'a pas réussi à terminer élégamment sa tâche. Aristote aborde des topiques, aborde l'exposition de la dialectique avec l'esprit scientifique qui le caractérise de manière extraordinairement méthodique et analytique. Bien que cela soit très digne d'admiration, il n'a pas complètement atteint son objectif, qui est évidemment pratique ici. Après avoir examiné dans les analytiques les concepts, les jugements et les syllogismes selon la forme, il passe ensuite à considérer le contenu, qui concerne uniquement les premiers, car c'est en eux que résident les propositions et les syllogismes, qui sont en eux-mêmes une forme. Les concepts signifient leur contenu. Le processus est le suivant. Toute discussion a une thèse ou un problème. Ceux-ci diffèrent simplement dans la forme, puis des axiomes doivent servir à le résoudre. Il s'agit toujours de la relation de certains concepts, les uns par rapport aux autres. Ces relations sont initialement au nombre de 4. On recherche d'un concept soit sa définition, soit son genre, soit sa caractéristique particulière, soit son accident, c'est-à-dire une qualité quelconque, qu'elle soit particulière et exclusive ou non, en bref, un prédicat. Le problème de toute discussion doit être ramené à l'une de ces relations. C'est la base de toute dialectique. Dans les 8 livres des Topiques, Aristote présente l'ensemble de toutes les relations dans lesquelles les concepts peuvent se trouver mutuellement par rapport aux 4 classes, et il indique les règles pour toute relation possible. Cela concerne la manière dont un concept doit se comporter par rapport à un autre pour être propre, son accident, son genre ou sa définition. Il précise quelles erreurs peuvent être facilement commises lors de la formulation et ce qui doit être pris en compte à chaque fois que nous formulons une relation. Il explique également ce qui peut être fait pour les réfuter une fois qu'elles ont été formulées par l'autre. Aristote appelle le lieu topique la formulation de l'une de ces règles ou de l'une de ces relations entre de telles classes de concepts, indiquant ainsi 382 topos, d'où le nom de topique. A. Ceux-ci, il ajoute quelques règles sur la discussion en général, qui ne sont d'ailleurs nullement exhaustives. Le topos n'est donc pas quelque chose de purement matériel. Il ne se réfère pas à un objet ou à un concept déterminé, mais toujours à une relation de classe entière de concepts, qui peut être commune à un nombre indéterminé d'entre eux, à condition qu'ils soient considérés dans leur relation mutuelle, selon l'un des 4 cas mentionnés qui se produisent dans toute discussion. De ces 4 cas, il existe à nouveau des classes subordonnées. La considération est ici dans une certaine mesure encore formelle, bien que pas aussi purement formelle, que dans la logique, qui traite du contenu des concepts du point de vue de la forme. Cela indique comment le contenu du concept A doit se comporter par rapport au contenu du concept B pour qu'il puisse être formulé en tant que sujet, ou comme son propre caractère distinctif, ou comme son accident, ou comme sa définition, ou selon les rubriques subordonnées opposées, cause et effet, possession ou privation, etc. Toute discussion doit tourner autour de l'une de ces relations. La plupart des règles qu'Aristote indique comme topos et en relation avec ses correspondances sont incluses dans la nature de la relation conceptuelle. Chacun en est conscient par lui-même et elles obligent déjà au respect de la part de l'adversaire. Comme en logique, il est plus facile de les observer dans le cas particulier
ou de se rendre compte de leur négligence que de se souvenir du topos abstrait correspondant. Cela explique pourquoi l'utilisation pratique d'une telle dialectique n'est pas très grande. Aristote ne dit que des choses évidentes, et que la raison saine découvre d'elle-même. Par exemple, si le genre d'une chose est affirmé, alors il doit également convenir à certaines espèces quelconques de ce genre, sinon l'affirmation sera fausse. Par exemple, affirmer que l'âme est dotée de mouvement signifie qu'elle doit être propre à une espèce déterminée de mouvement, comme voler, marcher, croître, diminuer, etc. Si elle en est dépourvue, alors elle n'est pas non plus dotée de mouvement. C'est-à-dire que si elle n'appartient à aucune espèce, le genre n'appartient pas non plus à l'âme. Et c'est là le topos. Topiques d'Aristote, 1.4. Suesna 33, B. Intrundorins. Ce topos sert autant à construire qu'à détruire. C'est le 9e topos. Et inversement, si le genre ne convient pas à l'espèce, par exemple, si quelqu'un prétend avoir parlé mal d'un autre et que nous démontrons qu'il n'a pas du tout parlé, il n'a pas pu parler mal de cette personne. Car là où le genre n'est pas donné, l'espèce ne peut pas non plus être donnée, sous la rubrique du caractère distinctif propre. Le locus 215 dit ainsi « En premier lieu, pour invalider lorsque l'adversaire indique comme propre quelque chose qui ne peut être perçu que par les sens, il l'a mal indiqué, car tout ce qui est sensible devient incertain dès qu'il sort du domaine des sens. Par exemple, si l'on affirme comme propre au Soleil qu'il est l'astre le plus brillant qui se déplace sur la Terre, cela ne nous sert à rien, car quand le Soleil se couche, nous ne savons pas s'il se déplace sur la Terre, car il est alors hors du domaine de la sensation. En second lieu, pour établir ce qui est propre, il sera bien indiqué quand on présente quelque chose qui n'est pas reconnaissable par la sensation, ou qui, étant sensible, est évident qu'il existe nécessairement, par exemple comme propre à la surface, on indique que c'est celle qui se colore d'abord. C'est une caractéristique propre sensible et toujours manifeste, donc elle est correcte. Aristote, Topique, 5e livre. Cela devrait suffire pour vous donner une idée de la dialectique d'Aristote. Il me semble qu'il n'a pas atteint son objectif, c'est pourquoi je n'ai pas essayé d'une autre manière. Les topiques de Cicéron sont une invitation, une imitation des topiques d'Aristote, mais de manière très superficielle et médiocre. Cicéron n'a pas du tout une idée claire de ce qu'est un topos, ni de ce à quoi il s'adresse. Il bavardage confusément, utilise son propre génie, invente des choses sans signification, les ornant richement, avec des exemples juridiques. C'est l'un de ses pires écrits. Pour définir de manière concise ce qu'est la dialectique, il faut la considérer comme se désintéressante définitivement de la vérité objective, qui relève de la logique. C'est l'art d'avoir raison, ce qui est d'autant plus facile lorsque l'on maîtrise véritablement le sujet en question. La dialectique doit enseigner uniquement comment nous pouvons nous défendre contre toutes sortes d'attaques, en particulier contre les déloyales, et évidemment comment nous pouvons attaquer ce que l'autre expose sans le contredire, et surtout sans que nous soyons contredits. Il faut distinguer clairement la recherche de la vérité objective de l'art, de faire en sorte que ce qui a été énoncé passe pour vrai. La première relève d'une discipline bien différente, c'est l'œuvre de la capacité de juger, de la réflexion de l'expérience, et pour elle, il n'y a aucun artifice. La seconde est l'objet de la dialectique. On la définit comme la logique de l'apparence, ce qui est faux, car elle serait utilisée pour défendre uniquement des énoncés faux. Mais même lorsque quelqu'un a raison de son côté, il a besoin de la dialectique pour la défendre. En outre, il faut connaître les coups déloyaux pour pouvoir les encaisser, et parfois, lorsque cela est nécessaire, les utiliser également pour attaquer l'adversaire avec les mêmes armes. C'est pourquoi en dialectique, il faut laisser de côté la vérité objective ou la considérer comme quelque chose d'accidentel et simplement se préoccuper de la manière de défendre ses propres affirmations et comment invalider celles de l'autre. En ce qui concerne ces règles, il est permis de ne pas tenir compte de la vérité objective, car dans la plupart des cas, on ignore où elle se trouve. Souvent, on ne sait même pas soi-même si on a raison ou non. Parfois, on pense l'avoir et on se trompe. D'autres fois, on le pense des deux côtés, car la vérité est en profondeur. Comme le disait Démocrite, quand une discussion commence, en règle générale, chaque partie est convaincue d'avoir raison de son côté. Pendant son déroulement,
les deux parties finissent par en douter. La fin doit être évidente quand on stipule la vérité. À ce stade, la dialectique n'est plus mélangée, car sa fonction est identique à celle du maître d'escrime, qui n'accorde aucune importance à qui a effectivement raison dans la querelle qui a conduit au duel. Attaquer et parer sont les seules choses qui comptent, tout comme en dialectique, qui est une escrime intellectuelle. C'est seulement ainsi comprise qu'elle peut être établie comme une discipline à part entière. Car si notre objectif était la recherche de la vérité, nous devrions nous référer à la simple logique. En revanche, si notre objet est de montrer la validité des propositions fausses, nous n'aurons que de la sophistique pure et simple. Dans les deux cas, on supposerait que nous savons déjà ce qui est objectivement faux ou vrai, ce qui est rarement connu à l'avance. La véritable définition de la dialectique est donc celle que nous avons formulée. Une escrime intellectuelle pour avoir raison dans les discussions. Si le nom d'éristique lui convient mieux, celui de dialectique éristique serait bien plus approprié. Étant d'une grande utilité, elle a été injustement négligée ces derniers temps. Par conséquent, dans ce sens, la dialectique doit simplement être une récapitulation et une exposition systématique et réglementée de ces techniques données par la nature, que la plupart des gens utilisent pour avoir raison lorsqu'ils remarquent qu'ils ne l'ont pas de leur côté. C'est pourquoi il serait absurde que dans la dialectique scientifique, la vérité objective et son éclaircissement soient pris en compte. Car dans cette autre dialectique originelle et naturelle, cela n'arrive jamais. Au contraire, son seul objectif est d'avoir raison. Depuis notre point de vue, la tâche principale de la dialectique scientifique est de formuler et d'analyser les stratagèmes déloyaux utilisés dans la discussion, afin qu'ils soient immédiatement reconnus et détruits lors de débats réels. C'est pourquoi, dans son approche, elle doit assumer que son but ultime est d'avoir raison et non d'élucider la vérité objective. Malgré mes recherches approfondies, je ne suis pas au courant d'avoir atteint quelque chose dans ce sens. Par conséquent, c'est encore un domaine non exploité. Pour atteindre l'objectif fixé, il faudrait puiser dans la source de l'expérience en observant, dans les débats quotidiens de notre environnement, la manière dont tel ou tel adversaire utilise telle ou telle stratégie, puis réduire ces situations les plus fréquentes à leurs principes généraux, afin de formuler à partir d'eux les stratagèmes déloyaux utilisés dans la discussion. L'objectif est de les reconnaître immédiatement et de les détruire dans de vrais débats. Dans cette démarche, la dialectique doit assumer que son but ultime est d'avoir raison et non d'élucider la vérité objective. Pour cela, il faut considérer l'essence de toute discussion, qui se situe dans ce qui se passe pendant celle-ci. L'adversaire a avancé une thèse, et pour la réfuter, deux modes et deux voies sont possibles. Les modes, avec référence à la chose ad rem, à l'homme ad hominem, ou avec référence au cadre des concessions faites par l'adversaire, ex concessis, les voies par réfutation directe ou indirecte. La réfutation directe attaque la thèse dans ses fondements, tandis que la réfutation indirecte s'attaque à la conscience du contradicteur. En ce qui concerne les réfutations directes, deux choses peuvent être faites. Montrer que les fondements de l'affirmation sont faux, en niant la prémisse majeure et ou mineure, ou admettre les fondements, mais montrer que la conséquence ne découle pas d'eux et attaquer ainsi la conséquence. Pour les réfutations indirectes, on utilise l'apagogie en acceptant la thèse de l'adversaire comme vraie, puis en montrant ce qui en découle si on l'utilise comme prémisse d'un syllogisme avec une autre thèse reconnue comme vraie. Ensuite, on réduit ce syllogisme à une conclusion clairement fausse, ce qui signifie que l'affirmation de l'adversaire est également fausse. L'exemple de la stratégie de la réfutation directe est la négation des prémices de l'affirmation de l'adversaire, et pour la réfutation indirecte, on utilise l'apagogie pour montrer ce qui découle si on accepte la thèse de l'adversaire comme vraie, puis on réduit ce syllogisme à une conclusion clairement fausse, prouvant ainsi la fausseté de l'affirmation de l'adversaire. C'est la base de toute discussion, son squelette, et tout débat doit être réduit à cette base. Cependant, tout cela peut se produire réellement, ou seulement apparemment, avec des arguments bons ou mauvais, et comme nous ne pouvons pas le savoir facilement, c'est pourquoi les débats sont souvent longs et ardus.
Nous ne pouvons pas non plus distinguer le vrai du faux pendant son déroulement, car précisément, même les parties en conflit ne le savent pas nécessairement à l'avance. Par conséquent, l'exposition des stratagèmes doit se faire sans tenir compte de la question de savoir si l'on a ou non raison objectivement, car cela ne peut être assuré avec certitude, et c'est ce qui doit être décidé par le biais du débat lui-même. Certes, dans toute conclusion ou argumentation en général, il faut être d'accord sur quelque chose à partir duquel, à la manière d'un principe, on peut juger de la question en cours. Il est impossible de discuter avec quelqu'un qui nie les principes. C'est donc une stratagème. La première stratégie est l'amplification, où l'affirmation de l'adversaire est étendue au-delà de ses limites naturelles, en l'interprétant de la manière la plus générale possible et en l'exagérant, tandis que la propre affirmation est spécifiée en la réduisant à son sens le plus étroit. Plus une affirmation est générale, plus elle est exposée à des attaques. Le remède le plus efficace contre l'amplification est la définition concrète des points à discuter et des conditions de la discussion. Exemple 1. J'affirme que les Anglais sont la première nation dans l'art dramatique. L'adversaire a tenté une instance en affirmant que tout le monde saurait que, en ce qui concerne la musique et donc aussi l'opéra, il n'aurait rien fait d'important. Je lui ai répliqué en lui rappelant que la musique n'est pas incluse parmi les arts dramatiques, qui se réfèrent uniquement à la tragédie et à la comédie, comme il le savait très bien. Il a simplement essayé de généraliser mon affirmation pour pouvoir inclure toutes les représentations théâtrales, y compris l'opéra et la musique, afin de me battre, mais la propre affirmation est sauvée en la limitant par rapport au premier objectif manifesté, si l'expression utilisée le favorise. Exemple 2. Il dit que la paix de 1814 a rendu leur indépendance à toutes les villes allemandes d'Asie. En réponse, quelqu'un fait une instance contraire en citant Danzig, qui avait obtenu son indépendance en grande partie grâce à la paix, mais l'a perdue avec cette paix. Je me sauve en disant que j'ai dit toutes les villes allemandes, et Danzig était une ville polonaise asiatique. Cette stratagème est enseignée par Aristote dans les Topiques. Exemple 3. La marque nie toute perception sensible aux poulpes, car ils manquent de nerfs, mais on sait qu'ils perçoivent, car ils cherchent la lumière en se déplaçant artificiellement vers elles de branche en branche et capturent leur proie. Cela a conduit à la conclusion que la masse nerveuse est répartie sur tout le volume de leur corps, de manière homogène, car il est évident qu'ils ont une sorte de perception, bien qu'ils n'aient pas d'organe percepteur spécifique. Pour invalider cette hypothèse, Lamarck argumente de manière dialectique en affirmant que chaque partie du corps des poulpes devrait être capable de toutes sortes de perceptions sensibles, de mouvements, de volonté et de pensée. Ainsi, le poulpe aurait à chaque point de son corps tous les organes correspondant aux espèces des animaux les plus parfaits. Chaque particule pourrait voir, sentir, goûter, entendre, etc. Et penser, juger, déduire, en bref, chaque molécule de son corps serait comme un animal parfaitement développé, et le poulpe lui-même occuperait une position supérieure à celle de l'homme, car chacun de ces morceaux posséderait les capacités que l'homme a seulement dans son ensemble. De tels stratagèmes dialectiques trahissent un écrivain qui, en son fort intérieur, est conscient de ne pas avoir raison, car il a affirmé que tout son corps est sensible à la lumière, donc de nature nerveuse. Il conclut que tout son corps pense. Stratagème 2. Utilisation de l'homonymie pour étendre l'affirmation énoncée à ce qui peut être compris de la même manière sous le même nom, mais qui a peu ou rien à voir avec le sujet en question. Ensuite, on réfute triomphalement l'affirmation prise dans ce sens, faisant semblant d'avoir abouti à la première annotation. De la même manière et avec le même droit, on réparerait une attaque, la deuxième, par une autre offense encore plus grande ou par un duel. Nous avons donc ici le mélange de deux choses essentiellement distinctes favorisées par l'homonymie du mot honneur, et en plus aussi une mutatio controversias, changement du sujet principal de la controverse, provoqué par lui-même à cause de l'homonymie. Stratégie 3. Prendre l'affirmation qui a été formulée de manière relative comme si elle l'avait été de manière générale, ou du moins la comprendre sous un autre aspect, très différent de sa véritable intention, pour ensuite la réfuter selon cette dernière. L'exemple d'Aristote est « le mort est noir en ce qui concerne ses dents blanches,
donc il est noir mais pas noir en même temps. C'est un exemple imaginaire qui ne trompera vraiment personne. Prenons plutôt un exemple de l'expérience réelle. Exemple 1. Lors d'une conversation sur la philosophie, j'admets que mon système défend et loue les scientifiques. Peu après, la conversation porte sur Hegel et j'affirme qu'en général, il n'a écrit que des absurdités. Ou du moins qu'il y a dans ses écrits des parties où l'auteur a mis le mot et le lecteur doit lui ajouter le sens. L'adversaire n'ose pas le contester, mais il utilise l'argument ad hominem. J'avais loué les scientifiques, et ceux-ci, dans tous les cas, ont aussi écrit beaucoup d'absurdités. En admettant ce fait, je corrige l'adversaire en ajoutant que je n'admire pas les scientifiques en tant que philosophes et écrivains, c'est-à-dire pas pour leurs contributions théoriques, mais en tant qu'êtres humains pour leurs actions, et simplement d'un point de vue pratique. En ce qui le concerne, je faisais référence à leurs contributions théoriques. Avec cela, il a arrêté le coup. Les 3 premières stratégies sont liées. Elles ont en commun le fait que l'adversaire parle en réalité d'autre chose que celle qu'il a manifestée. Il incarne une ignorance de l'entité, ignorance de la réfutation. Celui qui se laisse désarmer de cette manière dans tous les exemples montrés, ce que l'adversaire avance est vrai, mais cela ne contredit pas vraiment la thèse, la contradiction est seulement apparente. Ainsi, celui qui est attaqué doit la nier consécutivement à la conclusion de l'adversaire, c'est-à-dire que de la vérité de sa thèse découle la fausseté de la nôtre. Ensuite, réfutation directe de sa réfutation par négation de la consécution, ne pas admettre des prémices vraies parce que sa conséquence est prévue. Contre cela, les 2 moyens suivants, règles 4 et 5. Stratégie 4. Lorsqu'on veut parvenir à une conclusion, il ne faut pas laisser celle-ci être prévue, mais plutôt s'efforcer que l'adversaire admette les prémices une à une et disperser sans qu'il s'en rende compte pendant le cours du dialogue. Sinon, il l'empêchera de toutes les manières possibles, ou quand il est douteux que l'adversaire les accepte, les prémices sont formulées d'abord, puis les pros sont faites en syllogisme. Ensuite, on laisse l'adversaire admettre quelques prémices désordonnées de ses pros, en masquant ainsi le coup jusqu'à ce qu'il ait admis tout ce que nous voulions. Ensuite, on procède à une récapitulation de l'affaire à partir de l'arrière. Cette règle est donnée par Aristote dans les Topiques 81. Elle ne nécessite aucun exemple. Stratégie 5. On peut utiliser des prémices fausses pour démontrer sa propre thèse lorsque l'adversaire n'admet pas les vraies, soit parce qu'il ne connaît pas leur vérité, soit parce qu'il voit que de celle-ci découlerait immédiatement notre thèse comme conclusion. On prend alors des propositions qui sont en soi fausses mais vraies ad hominem, et on argumente ex consexis selon la manière de penser de l'adversaire. Car le vrai peut découler aussi de prémices fausses si celles-ci ne viennent pas de vrai. Le faux, d'autre part, peut être réfuté par de fausses thèses de l'adversaire, mais qu'il soutient comme vrai, car on doit traiter avec lui selon sa propre manière de penser. Par exemple, s'il appartient à une secte avec laquelle nous sommes d'accord, nous pouvons utiliser contre lui les maximes de la secte comme principe. Aristote, Topics, 99. Stratégie 6, on dissimule un appétit principe, une pétition de principe, en postulant ce qui doit être démontré en utilisant un autre nom. Par exemple, au lieu d'honneur, bon nom, au lieu de virginité, vertu, etc. Ou en utilisant également des concepts interchangeables, animaux à sang rouge, au lieu d'animaux vertébrés. On donne pour acquis en général ce qui est très discutable dans un cas particulier. Par exemple, on affirme l'insécurité de la médecine en postulant l'insécurité de tout être humain. Vice-versa, 2 choses conséquentes l'une de l'autre. Si l'on doit démontrer la première, on postule la deuxième. Pour la démontrer universellement, on fait admettre tous les cas singuliers contraires au numéro 2. Aristote, Topiques, 8, C, 2. Le dernier chapitre des Topiques d'Aristote contient de bonnes règles sur l'exercice de la dialectique. Stratégie 7. Lorsque la discussion est dirigée de manière assez formelle et rigoureuse et que nous voulons être très clairs si nous avons énoncé une affirmation et devons la prouver, nous procéderons en interrogeant l'adversaire pour pouvoir déduire de ses réponses la vérité de notre affirmation. Cette méthode heuristique a été surtout utilisée par les anciens. Elle est également appelée socratique. C'est à elle que se réfère la présente stratégie et quelques-unes qui suivront ensuite.
toutes librement adaptées selon le guide des sophistiques d'Aristote. Poser beaucoup de questions à la fois et sur beaucoup de choses pour cacher ce que nous voulons. Vraiment qu'il admette et en plus extraire rapidement de ce qui a été admis notre propre argumentation, car ceux qui sont lents à comprendre peuvent la suivre avec précision et passeront à côté des erreurs ou lacunes dans les déductions des preuves. Stratégie 8. Provoquer l'irritation de l'adversaire et le faire monter en colère, car obsédé par elle, il ne sera pas en mesure de juger correctement et de tirer profit de ses propres avantages. L'énerver en le traitant injustement sans ménagement, en le gênant et en se comportant généralement avec insolence. Et stratagème 9. Ne pas établir les questions dans l'ordre requis par la conclusion que l'on souhaite atteindre avec elle, mais de manière désordonnée. L'adversaire ne saura pas où nous voulons en venir et ne sera pas préparé à prévenir la conclusion. De plus, en fonction de la manière dont ces réponses se déroulent, elles pourront être utilisées pour tirer des conclusions diverses, voire contradictoires. Cette stratégie ressemble à la 4, en ce qu'elle doit masquer sa procédure. Stratégie 10. Si l'on remarque que l'adversaire nie intentionnellement les questions dont les réponses affirmatives pourraient être utilisées en faveur de notre thèse, il faut lui poser le contraire de ce que nous devons faire, comme si cela était nécessaire pour la défendre, ou du moins lui présenter les deux options à choisir, de manière à ce qu'il ne remarque pas laquelle des deux il souhaite qu'il affirme. Stratégie 11. Si nous faisons une induction et que l'adversaire accepte comme valide les cas particuliers par lesquels on prouve, ne lui demandons pas s'il acceptera aussi la vérité générale qui peut découler de ceux-ci, mais introduisons-la ensuite, comme s'il s'agissait de quelque chose déjà établi et admis précédemment. Car il peut croire ainsi, et les présents auront la même impression, se souvenant des nombreuses questions posées sur les cas particuliers qui ont d'une manière ou d'une autre dû conduire à une telle conclusion. Stratégie 12. Si la conversation porte sur un concept général qui n'a pas de nom propre et doit se résigner à être défini par analogie, nous devons choisir l'analogie de manière à ce qu'elle soit la plus avantageuse possible pour notre affirmation. Par exemple, les noms avec lesquels sont désignés les deux partis politiques en Espagne, les serviles et les libéraux, ont évidemment été choisis par ces derniers. Ils ont choisi le nom de protestants. Ils l'ont choisi aussi pour évangélique, mais les catholiques le utilisent aussi pour nommer les choses de manière à ce qu'elles soient plus appropriées à nos intérêts. Stratégie 13. Pour amener l'adversaire à admettre une thèse, nous devons lui présenter son enjeu et lui donner le choix entre les deux, mais en ayant l'audace de proclamer le contraste de manière stridente, de sorte que pour ne pas être paradoxal, ils doivent choisir votre thèse, qui paraîtra très probable par rapport à l'autre. Stratégie 14. Une manœuvre effrontée est la suivante. Lorsque l'adversaire a répondu à plusieurs questions sans favoriser la conclusion que nous avions en tête, énoncez-la et proclamez-la triomphalement, comme si elle était déjà démontrée, même en sachant qu'elle ne découle pas des réponses données par l'adversaire. Si celui-ci est timide ou stupide et que nous avons suffisamment d'effronterie et de bonne foi, cela peut fonctionner. Cette stratégie appartient à la fallacieuse non causale, cause et tromperie produite en la prenant non fondée sur le fondement. Stratégie 15. Si nous avons exposé une thèse paradoxale, mais que nous avons des difficultés à la démontrer, présentez-la à l'adversaire comme une autre thèse correcte, mais pas tout à fait évidente, afin qu'il l'accepte ou la réfute, comme si nous voulions obtenir la preuve de cela. Si, suspectant une ruse, il la rejette, alors nous le réduisons à l'absurde et triomphons. Mais s'il l'accepte, nous aurons dit entre-temps quelque chose de raisonnable, et nous verrons comment les choses évoluent. Stratégie 16. Argumenter ad hominem ou ex concessis par rapport à une affirmation de l'adversaire. Nous devons rechercher si, d'une manière ou d'une autre, il ne serait pas en contradiction, si nécessaire au moins en apparence, avec quelque chose d'autre qu'il a dit ou admis précédemment, ou avec les principes d'une école ou d'une secte qu'il a loué ou approuvé. Aussi avec des faits concernant ceux qui appartiennent à une telle secte, ou avec ceux des membres faux ou supposés, ou avec sa propre conduite. Par exemple, s'il défend le suicide, on pourrait lui demander pourquoi il ne se noie pas lui-même. Ou s'il affirme que rester à Berlin ne lui est pas agréable, on pourrait l'interroger soudainement sur pourquoi il ne part pas d'ici. Dans le premier courriel, de toute façon, on peut trouver quelques stratagèmes gênants.
Stratagème 17. Si l'adversaire nous menace d'une réfutation, souvent nous pouvons nous sauver en introduisant une subtile différence à laquelle nous n'avions pas pensé auparavant. Si le sujet se prête à une certaine ambiguïté ou permet une référence à un double cas. Stratagème 18. Si nous remarquons que l'adversaire commence une argumentation qui pourrait nous vaincre, nous ne devons pas lui permettre de continuer. Nous devons l'empêcher à tout prix de la conclure en intervenant ou en détournant la trajectoire de la discussion vers d'autres questions. En bref, nous devons anticiper avec un changement inattendu de sujet. Stratagème 19. Si l'adversaire nous demande explicitement d'alléguer quelque chose contre un point précis de son affirmation, mais que nous n'avons rien d'adéquat, nous prenons le sujet de manière générale et argumentons contre lui. Par exemple, si nous devons répondre à la question de pourquoi une certaine hypothèse physique n'est pas fiable, nous parlons de la tromperie de la connaissance humaine et l'ornons de toutes sortes d'exemples. Stratagème 20. Lorsque nous avons obtenu la conception d'une prémisse dont nous avions besoin de l'adversaire, nous devons déduire la conclusion souhaitée, non pas avec plus de questions, mais en la concluant immédiatement nos mêmes. Même en l'absence d'une ou l'autre des prémisses, nous la prenons également comme également accordée et réduisons ainsi la conclusion. Ce qui résulte alors est l'application de la fallacia, non causa pro causa, qui consiste à prendre comme fondement ce qui n'est pas. Stratagème 21. Si nous observons que l'adversaire utilise un argument uniquement apparent ou sophistique, nous pouvons l'annuler en l'attaquant simplement sur sa capacité et son apparence. Cependant, il est bien meilleur de lui présenter un autre argument, s'il en existe un, d'apparence analogue et de sophisme pour le liquider. Car ce qui importe n'est pas la vérité, mais la victoire. Si l'adversaire utilise un argument ad hominem, il suffira pour l'envahir, même si nous répondons avec un autre contre-argument ad hominem ou ex concessis. Et surtout, il est beaucoup plus court de présenter un argument ad hominem lorsqu'on a l'occasion de s'engager dans une discussion sur la véritable nature de la question. Stratagème 22. Si l'adversaire nous contraint à admettre quelque chose dont le problème qui fait l'objet de la discussion suivra immédiatement, nous refusons en alléguant qu'il s'agit d'une pétition de principe, car aussi bien lui que l'auditoire confondront facilement une thèse qui, en apparence, ressemble au problème avec le problème lui-même. Ainsi, nous le priverons de son meilleur argument. Stratagème 23. La contradiction et la discorde motivent l'exagération de la thèse. En contradisant l'adversaire, nous pouvons l'inciter à sortir des limites de son affirmation, qui aurait pu être vraie à l'intérieur de ces limites. Une fois que nous avons réfuté dans l'exagération, il semblera que nous réfutons également sa première thèse. Cependant, nous devons nous garder de ne pas être entraînés dans l'amplification ou dans une extension plus importante de notre thèse en utilisant le même procédé contre nous. Souvent, l'adversaire recourra à la tentative d'étendre notre affirmation au-delà des termes dans lesquels nous l'avions exprimée. Dans ce cas, nous devons l'arrêter brusquement et le ramener aux limites de ce que nous avons manifesté avec un simple « je l'ai dit » et pas plus. Stratagème 24. L'usage abusif de la déduction de la thèse de l'adversaire. Des thèses sont inférées de force par des déductions fausses et en déformant les concepts, qui ne sont pas incluses là où elles sont contenues, et qui ne correspondent en aucune manière à l'opinion exprimée par lui, mais qui sont absurdes ou dangereuses. Ainsi, il semblera que sa thèse s'ensuit dans des propositions qui se contredisent, ou qui contredisent des vérités reconnues. Cela vaudra comme une réfutation indirecte, une fois de plus, de l'exemple de la fallacia non causa pro causa, qui consiste à prendre comme fondement ce qui n'est pas. Stratagème 25. Cette stratégie a à voir avec la pago, qui nécessite une grande quantité de cas pour pouvoir faire valoir un principe universel, par opposition à la pago, qui se contente de présenter un seul cas dans lequel le principe s'appelle instance et en contraire instance contre-exemple. Par exemple, la proposition « tous les ruminants ont des cornes » sera invalidée par la seule instance, du chameau. L'instance est un cas dans l'application de la vérité générale, qui est subsumée sous le concept principal de celle-ci, mais pour lequel une telle vérité générale n'est pas valable, de sorte que celle-ci est invalidée. Cependant, il n'est pas rare que des tromperies surviennent ici.
Il sera donc judicieux de tenir compte des points suivants lorsque l'adversaire fait des instances. 1. Si l'exemple est effectivement vrai, il y a des problèmes dont la seule solution est celle qui est fausse, par exemple de nombreux miracles, histoires de fantômes, etc. 2. Si cela est vraiment sous le concept de la vérité proposée, souvent cela n'est que superficiel et peut être résolu par une subtile distinction. 3. Si cela se contredit vraiment avec la vérité exprimée, car souvent cela n'est aussi que superficiel. Stratagème 26, un coup brillant, est ce qui est connu sous le nom de retortio argumenti, renverser l'argument, c'est-à-dire lorsque l'argument que l'adversaire veut utiliser pour sa défense peut être mieux utilisé contre lui. Par exemple, s'il dit « c'est juste un enfant, laissez-le tranquille, ne le prenez pas en compte ». Retortio précisément parce que c'est un enfant. Il doit être pris en compte et corrigé pour ne pas laisser s'installer de mauvaises habitudes. Stratagème 27. Si l'adversaire se montre irrité de manière inattendue par un argument, cet argument doit être utilisé avec insistance, non seulement parce qu'il est le plus approprié pour l'irriter, mais parce qu'il est supposé toucher la partie la plus faible de son raisonnement, et parce que si on continue par là, on obtiendra beaucoup plus que ce qui est montré à première vue. Et stratagème 28. Cette stratégie est particulièrement indiquée lorsque des personnes instruites discutent devant un public qui ne l'est pas. Si elles n'ont aucun argument, rien de tangible, et même pas un ad hominem, on tente un ad auditores, c'est-à-dire qu'on avance une observation invalide ou une invalidité que seul l'expert reconnaît. Bien que l'adversaire le soit, ce n'est pas le cas du public. Aux yeux du public, notre adversaire passera pour être le vaincu, et encore plus nettement si l'observation faite ridiculise d'une manière ou d'une autre son affirmation. Les gens sont rapidement enclins au rire, et on obtient le soutien de ceux qui rient pour montrer la nullité du commentaire. L'adversaire devrait débattre longuement et se référer aux principes de la science ou à quelque chose du même genre, ce qu'il ne ferait pas facilement. Par exemple, l'adversaire dit dans la formation de la côte rocheuse primitive, la masse à partir de laquelle le granit et toute la roche restante ont cristallisé était fluide en raison de la chaleur, c'est-à-dire fondue. La chaleur devait être d'au moins 200 degrés. La masse a cristallisé sous la surface marine qui la recouvrait. On argumente auprès du public en alléguant avant 80 degrés, la mer aurait déjà bouilli et se serait évaporée sous forme de vapeur. Les spectateurs rient pour nous réfuter. Notre adversaire devrait nous démontrer que le point d'ébullition dépend non seulement de la chaleur, mais aussi de la pression atmosphérique, et que cette pression est si intense que même si la moitié de l'eau de mer monte en vapeur à une température de 200 degrés, cela ne provoque aucune ébullition. Il ne s'aventure pas à le démontrer, car pour ceux qui ne sont pas physiciens, il faut pratiquement un traité entier. Et stratagème 29. Si l'on se rend compte que l'on va être vaincu, on fait une diversion, c'est-à-dire que l'on commence soudainement à parler d'autre chose totalement différente, comme si cela avait quelque chose à voir avec le sujet en question, et constituait un nouvel argument contre l'adversaire. Cela s'est fait avec une certaine subtilité si, malgré tout, la diversion est liée, même de manière générale, au sujet en question, ou de manière éhontée lorsque l'on utilise cela simplement pour échapper à l'adversaire, et que cela n'a absolument rien à voir avec le sujet. Par exemple, à propos de l'oiseau à qui, en Chine, on ne confère pas de charge publique en raison de la noblesse de naissance, mais toutes sont attribuées à la suite d'examens. Mon adversaire affirme que le savoir ne qualifie pas davantage pour l'armée ou une fonction publique que l'excellence de la naissance, qu'il considère comme plus importante. Maintenant, il était tout de suite perdu. Il a fait la diversion en alléguant qu'en Chine, tous les États sont punis de coups de bâton, ce qu'il a lié à la consommation excessive de thé, deux choses que les Chinois répriment. Ceux qui se laisseraient ensuite entraîner par cela auraient été déviés et auraient perdu la victoire qui était sur le point d'être obtenue. La diversion est éhontée lorsqu'elle abandonne complètement le sujet en question et attaque quelque chose du genre « Et cela que vous affirmez récemment de toute façon, etc. » car cela correspond déjà, en quelque sorte, à l'attaque personnelle
qui sera traité de manière appropriée dans la dernière stratégie considérée de manière critique. La diversion est un stade intermédiaire entre l'argument ad personam et l'argument un ad hominem. À quel point cette stratégie est commune et naturelle est confirmée par toutes les disputes entre les gens ordinaires. Quand l'un fait des reproches personnels à l'autre, celui-ci ne répond pas par une réfutation, mais par des reproches personnels contre l'adversaire, laissant sans réponse les reproches qui lui ont été adressés et admettant les mêmes. Il fait comme Scipion, qui n'a pas attaqué les Carthaginois en Italie, mais en France. Dans la guerre, une telle diversion est très utile lorsqu'elle est utilisée à temps. Dans les disputes, elle est mauvaise, car les reproches ne sont pas réfutés et le public apprend le pire des deux adversaires. Dans la discussion, elle est utilisée faute de mieux. Et stratagème 30. L'argument un adverbum, l'argument au mot près, au lieu de raison, utilise des autorités adaptées aux connaissances de l'adversaire. Tout le monde préfère croire que raisonner, dit Zénon. On a un jeu facile si nous avons de notre côté une autorité que l'adversaire respecte. On peut utiliser beaucoup plus d'autorité si ses connaissances et compétences sont plus restreintes. Si celles-ci sont de premier ordre, alors il y en aurait peu ou aucune. Tout au plus celle que quelqu'un versé dans une science, un art ou une profession qu'il connaît à peine accepterait. Bien que cela lui pèse, le commun des mortels éprouve un grand respect pour les spécialistes de toutes sortes. Ils ne savent pas que celui qui fait profession de quelque chose aime plus le profit qu'il en tire que cette profession elle-même. De plus, celui qui enseigne rarement connaît vraiment en profondeur la matière, car précisément à celui qui l'étudie profondément, il reste peu à enseigner. Pour le peuple, il y a de nombreuses autorités qu'il respecte. Si l'on n'a pas d'autorité appropriée au cas, on la remplace par une autre qui l'est seulement en apparence, et on l'adapte à ce qui a été dit dans un sens différent ou dans d'autres circonstances. Les autorités que l'adversaire ne comprend pas du tout sont souvent celles qui produisent le plus d'effets. Les personnes non instruites ressentent un respect particulier pour les tournures grecques et latines. En cas de besoin, on peut non seulement déformer l'autorité, mais aussi la falsifier, ou même en présenter une inventée, car la plupart du temps, l'adversaire n'a pas le livre sous la main ou ne sait pas comment le consulter. L'exemple le plus éloquent de ceci est fourni par le Français Grégoire qui, pour éviter de devoir paver la portion de rue devant sa maison, ce qui était obligatoire pour tous les autres citoyens, s'est appuyé sur une sentence biblique. « Bib elis ego non bibo » « Buvez et je n'aurai pas soif ». Cela a été interprété par les spectateurs qui comprenaient quelque chose de latin comme si « pavé » venait du français « boire » pour voir pavé. Cela a convaincu les délégués de la communauté. On utilise également les préjugés communs comme autorité, car la majorité pense comme Aristote. Ce qui paraît être correct à la majorité, nous disons que c'est correct. En fait, il n'existe aucune opinion absurde que les hommes n'acceptent comme leur propre si, au moment de les convaincre, on argue que telle opinion est universellement acceptée. L'exemple fonctionne aussi bien dans leurs pensées que dans leurs actes. Ils sont comme des moutons qui suivent le bélier où qu'il aille. Il est plus facile pour eux de mourir que de penser. Il est curieux que l'universalité d'une opinion ait autant de poids pour eux, car ils peuvent observer en eux-mêmes avec quelle facilité ils acceptent des opinions sans jugement préalable par la seule force de l'exemple. Mais ils ne s'en rendent pas compte, car il leur manque toute réflexion. La foule a des opinions variées, ce qui signifie que le public a beaucoup d'idées fausses dans la tête, et si quelqu'un veut s'en détacher, cela demanderait un immense travail. La universalité d'une opinion, parlons sérieusement, ne constitue ni une preuve ni un motif de la possibilité de sa vérité. Ceux qui prétendent le contraire devront admettre que, d'une part, la distance dans le temps prive cette universalité de sa force probatoire. Sinon, tous les anciens erreurs qui ont été acceptés comme vérité devraient être considérés, par exemple, le système médical tout entier, ou dans tous les pays protestants, il faudrait rétablir le catholicisme. D'autre part, que la distance dans l'espace a le même effet, sinon cette universalité d'opinion sera remise en question entre les adeptes du bouddhisme, du christianisme ou de l'islamisme, selon la tactique de la fenêtre brise legislative, ce que l'on appelle l'opinion universelle. En examinant la composition de l'opinion de 2 ou 3 personnes,
nous pouvons être convaincus de cela. Si nous pouvions observer leur genèse, nous constaterions alors que 2 ou 3 personnes l'ont d'abord exposé, dénoncé et affirmé, et ont généreusement cru l'avoir examiné à fond. Le préjugé de les rendre suffisamment qualifiés pour effectuer l'examen a incité au départ autant d'autres à accepter également cette opinion. Ceux-ci ont été à nouveau crus par beaucoup plus qu'il va être mieux le créer immédiatement que de faire des travaux et des vérifications. Ainsi, le nombre de tels acolytes indolents et crédules a augmenté chaque jour, car après tout, l'opinion était soutenue par un grand nombre de voix qui soutenaient entre-temps ceux qui la vénéraient, attribuaient uniquement le caractère déterminant de ses fondements. À celui qui avait conquis un tel consensus, les autres ont été contraints d'admettre ce qui était déjà accepté en général. Puisque par des têtes agitées qui se révoltent contre l'opinion de la majorité ou par des types présomptueux qui prétendent être plus intelligents que le reste du monde. À ce stade, le consensus est devenu dorénavant, les rares personnes capables de juger sont contraintes de se taire, tandis que celles à qui il est permis de parler sont précisément les plus incapables des opinions et des jugements propres et ceux qui se font simplement l'écho de l'opinion des autres. D'autre part, ce sont leurs défenseurs les plus zélés et les plus intolérants. En effet, ils n'aiment pas tant l'opinion différente de celle qui pense autrement que l'audace de vouloir juger par eux-mêmes quelque chose qu'ils n'essaient déjà plus de faire et dont ils sont conscients. En résumé, très peu de gens sont capables de penser, mais tout le monde veut avoir des opinions. Et, étant donné cela, quelle sera la valeur de vérité de l'opinion de 100 milliards de personnes? La même que celle d'une donnée historique qui se trouve chez des centaines d'historiens. C'est-à-dire qu'ensuite on sait qu'ils l'ont copié les uns des autres, concluant ainsi qu'au bout du compte, ils ont tous fait confiance au témoignage d'un seul. Cependant, lorsqu'on discute avec des gens ordinaires, l'opinion universelle peut être utilisée comme autorité. En général, on observera que, lorsque 2 personnes ordinaires discutent, l'arme la plus utilisée des 2 côtés est celle des autorités. Avec elle, ils s'accusent mutuellement. Si une personne plus intelligente doit faire face à ce genre, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de s'adapter à cette arme et de l'utiliser selon les points faibles de l'adversaire. En effet, contre l'arme des raisons, cela ressemble à l'hypothèse d'un Siegfried cornu plongé dans la marée de l'incapacité de penser et de juger. Dans les tribunaux, on lit exclusivement en recourant à l'autorité de la loi qui est solidement établie. La compétence de la faculté de juger est de trouver la loi, c'est-à-dire l'autorité qui doit être appliquée dans chaque cas particulier. Cependant, la dialectique a une amplitude de champ suffisante pour, dans les cas où l'on convient de faire en sorte qu'un cas et une loi qui ne concordent pas vraiment, tournent jusqu'à ce qu'ils puissent être considérés comme concordants et vice-versa. Et stratagème 33. Cela peut être vrai en théorie, mais en pratique, c'est faux. Avec ce sophisme, on accorde les raisons, mais on nie les conséquences. Cela entre en contradiction avec la règle « a ratione ad rationem una tuna balle consequentia ». Il doit y avoir une consécutivité nécessaire entre la cause et son effet. Une telle affirmation suppose une possibilité. Ce qui est vrai en théorie doit l'être aussi en pratique. Si cela n'est pas vérifié, il y aura une défaillance dans la théorie. Quelque chose a été omis et n'a pas fonctionné correctement. En conséquence, la théorie est également fausse. Et stratagème 34. Si l'adversaire ne donne pas une réponse précise à une question ou à un argument, ou s'il ne prend pas position concrète à ce sujet, mais répond en posant une autre question ou avec une réponse évasive, ou quelque chose qui n'a aucun rapport avec le sujet en discussion, prétendant détourner le sujet ailleurs, c'est un signe évident que nous avons touché, parfois sans le savoir, l'un de ses points faibles. Il s'agit d'un mutisme relatif. Il est donc urgent de rester sur le point que nous avons touché sans le lâcher, surtout lorsque nous ne voyons pas en quoi consiste la faiblesse avec laquelle nous avons touché. Et stratagème 35. Si c'est praticable, toutes les autres stratagèmes sont nécessaires. Au lieu d'influencer l'intellect avec des raisons, on influe sur la volonté au moyen de motifs. De cette manière, l'adversaire et éventuellement l'auditoire, s'ils ont les mêmes intérêts que lui,
sont instantanément gagnées à notre opinion, même si elle provient de l'asile. Il est presque toujours plus efficace d'avoir une once de volonté que d'avoir une quintale de jugement et de persuasion. Naturellement, cette stratagème ne donne des résultats que dans certaines conditions. Lorsqu'on peut faire savoir ouvertement à l'adversaire que s'il laisse prévaloir son opinion, les conséquences qui en résulteraient seraient très préjudiciables à ses propres intérêts. Il la lâchera immédiatement aussi rapidement qu'il jetterait un fer rouge qu'il aurait attrapé par mégarde. Et stratagème 36. Déconcertez et étourdissez l'adversaire avec une locution absurde et excessive. Cela a souvent à voir avec le fait que les hommes croient fréquemment en des paroles creuses, pensant qu'il s'agit de pensées graves. Si l'adversaire est conscient de sa propre faiblesse et la cache, s'il est habitué à entendre des choses qu'il ne comprend pas en faisant semblant de les comprendre, alors il peut être impressionné, en paraissant sérieux, et en faisant passer des absurdités pour des vérités profondes. Les plus grandes absurdités sont respectées comme si elles étaient la preuve tangible de ce que l'on souhaite défendre. Et stratagème 37 devrait être l'une des premières, lorsque l'adversaire, ayant effectivement raison, a eu la malchance de choisir une preuve inadéquate pour sa défense, que nous pouvons invalider facilement, nous considérons que toute l'affaire est fondamentalement réfutée. En substance, ce que nous faisons, c'est remplacer un argument ad hominem par un argument ad rem. Si lui ou les présents ne fournissent pas une meilleure preuve, nous aurons gagné. Par exemple, quelqu'un, utilisant l'argument ontologique pour prouver l'existence de Dieu Père, car comme on le sait, cet argument est très facile à réfuter de cette manière. Ils perdent comme de mauvais avocats avec une bonne cause, prétendant la défendre avec une loi inadéquate, alors que la bonne ne leur vient pas à l'esprit. Et stratagème final, lorsqu'on se rend compte que l'adversaire est supérieur et qu'on a peu de chances de gagner, on passe à une attaque grossière et outrageante. Cela signifie qu'on dévie du sujet de la discussion, où la partie est perdue, vers la personne de l'adversaire que l'on attaque de toutes les manières possibles. Cela peut être appelé un argumentum ad personam, le distinguant ainsi de l'argument ad hominem, qui consiste à s'éloigner du sujet de la discussion en attaquant quelque chose de secondaire que l'adversaire a dit ou admis. Dans le cas de l'argumentum ad personam, on abandonne complètement le sujet de la discussion et on attaque la personne de l'adversaire. Cela devient insolent, moqueur, offensant et grossier. On passe de l'appel à la force de l'esprit, à la force du corps, voire à la bestialité. Cette règle est très populaire car tout le monde peut la mettre en pratique, elle est très souvent utilisée. Cependant, on ne peut jamais savoir quelle contre-règle sera valable pour l'autre partie. Si elle suit également le même chemin, cela finira par une bagarre, un duel ou un procès pour diffamation. Celui qui pense que cela suffira simplement en ne répondant pas personnellement à l'adversaire se trompera irrémédiablement. C'est un fait avéré que si on lui montre tranquillement qu'il a tort et qu'il juge et pense faussement, comme cela se produit dans toute victoire dialectique, il sera plus irrité par une expression grossière et offensante. C'est parce que, comme le dit Hobbes, toute joie et toute satisfaction résidant dans le fait qu'il y a quelqu'un avec qui, en se comparant, on peut avoir un grand sentiment de soi-même, et rien n'importe plus aux hommes que la satisfaction de leur vanité. La blessure la plus douloureuse étant celle qui affecte cela. De là viennent des expressions comme « avant l'honneur que la vie ». Une telle satisfaction de la vanité découle généralement de la comparaison de soi-même avec les autres sous n'importe quel aspect, mais principalement en ce qui concerne l'intelligence, comme on le constate de fait et avec une grande intensité dans la discussion. C'est pourquoi il y a la rage du vaincu, même s'il n'a pas raison, et de là vient le recours, en dernier recours, à cette stratagème finale. Il n'est pas possible de répondre simplement avec gentillesse de notre part. Cependant, beaucoup de sang-froid peut être d'une grande aide si, dès que l'on se rend compte que l'adversaire attaque la personne, on lui répond tranquillement que cela n'a rien à voir avec le sujet et on continue ensuite à démontrer son erreur sans prêter attention à l'offense. Cela ressemble plus ou moins à la réponse de Thémistocle à Eurybiade. « Frappe-moi, mais écoute-moi. Cependant, cela ne convient pas à tout le monde. La seule contre-règle sûre est donc celle qu'Aristote indique dans le dernier chapitre des Topiques. Ne pas discuter avec le premier venu,
mais seulement avec ceux que l'on connaît et dont on sait qu'ils possèdent une intelligence suffisante pour ne pas se comporter de manière absurde, et qui auraient honte de le faire s'ils le faisaient, qui discutent avec des raisons et non avec des démonstrations de force, et qui écoutent les raisons et sont conséquents avec elles, et en fin de compte, qui sont capables d'apprécier la vérité et d'écouter agréablement de bons arguments, même de la part de l'adversaire, et qui ont assez de qualité pour admettre qu'ils n'ont pas raison quand l'autre partie l'a. Il en résulte que parmi 100 personnes, il y en a à peine une avec laquelle il vaut la peine de discuter, les autres sont laissées dire ce qu'elles veulent, car comme le dit le droit romain, oui, mais c'est droit gentil. Tout le monde a le droit de dérailler. De plus, pensez à ce qu'il dit et retournez-le. La paix est plus appréciée que la vérité, et un dicton arabe dit « Les fruits de la paix pendent de l'arbre du silence ». Souvent, la discussion, en tant que collision de tête, est très utile pour les deux parties, car elle sert à la rectification de ses propres idées et aussi à fournir de nouveaux points de vue. Cependant, les deux antagonistes doivent être égaux en termes de culture et d'intelligence. Si l'un d'eux manque de la première, il ne comprendra pas tout et ne sera pas au même niveau. S'il manque de la deuxième, le ressentiment qu'il ressentira pour cela l'incitera à agir déloyalement avec ruse ou grossièreté pendant la discussion en privé, que ce soit en discours public ou privé ou en discussion solennelle publique de catégorie. Il n'y a pas de différence essentielle, sauf que dans ce dernier cas, on exige que la réponse ait toujours raison contre l'adversaire et que, par conséquent, le prince doit intervenir si nécessaire. Et aussi que dans ce dernier cas, on argumente plus formellement, on aime habiller ses arguments avec rigueur et logistique. Merci beaucoup pour votre visite.